Le jour annoncé, Pierre Berthoud raconte la mésaventure qui lui est arrivée à la dernière foire de Butte. Après la foire, je suis allé jouer du violon dans le cabaret de David Grandjean. Des jeunes gens m'ont fait boire du verre. Et comme je n'ai pas l'habitude de boire, je suis allé me coucher dans une chambre haute. Lorsque je me suis réveillé, Jacques Illard était en train de me farfouiller. Il avait même déboutonné ma culotte. J'ai dû me lever et le menacer fortement pour qu'il quitte la chambre. Plus récemment, c'est Besson qui a aussi voulu me farfouiller, devant le moulin. Je l'ai empoigné et jeté violemment à terre. Et ensuite, il est parti, et ni lui ni Jacques Illard ne m'ont inquiété depuis. À nouveau, les témoins suivants n'ont pas de connaissance directe des agissements des Jacques Illard, Besson, Raymond ou de leurs semblables. Par contre, un témoin affirme qu'il y a 18 sodomistes dans le village de Saint-Sulpice, un autre 17. Jeanne-Marie Lebas a également entendu dire qu'il y en avait 17, mais on lui a dit plus tard qu'il ne devait y en avoir que 14, le tout sans pouvoir donner les noms. Le coutelier Jean-Georges Landry attend son tour. Il trépigne à l'idée de pouvoir faire sa déposition. C'est qu'il en a, lui, des noms à donner, et il ne se gêne pas. Depuis que je suis de retour au pays, on m'a dit que Besson, Jacques Illard et Raymond étaient des sodomistes et qu'ils ont même habité les uns avec les autres. Ma cousine, Manon d'Ivernois, m'a dit que Jacques Illard a voulu attaquer Berthoud alors qu'ils couchaient dans la même chambre. Jonas Abran-Dubois, le fils d'Henri, m'a dit que, étant couché avec Jacques Illard, il a été tellement tourmenté qu'il a dû coucher dans un autre lit. David Raymond m'a dit qu'il a aussi été tourmenté par un homme dont il ne m'a pas dit le nom. Suzon Dupré, la femme de Simon Guizy, m'a dit que Besson a été tourmenté par Jacques Illard et qu'il a dû coucher sur un fourneau. Antoine Raymond, chez le Mercier, m'a dit qu'il a aussi été attaqué par un homme dont il n'a pas dit le nom, mais qu'il l'a frappé avec son bâton tellement fort que Jean-Jacques Meuron a entendu le coup de bâton. Enfin, j'étais au cabaret Meuron, il y a environ 2 mois, et que là se trouvaient 17 garçons qui tenaient entre eux des discours piquants à propos de ce qui se racontait à Saint-Sulpice. Alors moi, je ne me suis pas gêné de leur déclarer en face qu'il fallait détruire la race des sodomistes. Fier de montrer au tribunal à quel point il avait mouché ces jeunes gens qui badinaient sur un sujet aussi grave, le coutelier Landry se tait. Le juge attend, car Landry semble maintenant fouiller sa mémoire. Il reprend. Et Samuel Isley m'a dit qu'il a été attaqué pour les mêmes motifs que ceux que j'ai déjà évoqués, et que depuis lors, il avait toujours avec lui son pistolet chargé. Et David-Henri Landry m'a dit que son fils a été attaqué par un homme qu'il appelle le Gros. Ah, et Salomé Grilou m'a dit que le maréchal Abraham Juvet a aussi été attaqué, sans savoir par qui. J'ai failli oublier. Jeanne-Marie Grandjean m'a dit que ladite Salomé Grilou lui avait dit que Jacques Illard avait tenté de séduire un garçon qui doit s'appeler Cartier et qui lui a répondu que c'était un scélérat. Voilà, il me semble que je n'ai rien oublié, je crois que je n'ai plus rien à dire pour le moment. Une fois les témoignages consignés, le tribunal se retire. Les justiciers peuvent maintenant rentrer chez eux pour se préparer à fêter la Noël, tout en se gardant bien de ne pas inquiéter leur famille en révélant à quel point ces pratiques infâmes s'étaient répandues dans le village. Le lendemain, le coutelier Landry retourne au greffe du tribunal à Motier. Le justicier Borel l'accueille poliment et lui propose de s'installer dans son bureau. C'est que, durant la nuit, Landry s'est rappelé d'autres éléments. Il lui faut absolument les annoncer immédiatement, mais même si c'est Noël. Juliane Meuron, la femme d'Abraham Landry, m'a dit que la belle-mère de Jacques Illard lui a dit que c'est Besson et le fils illégitime d'Abraham Raymond qui ont introduit cette vilainie dans le pays. Et Emmanuel Bourquin, garçon chamoiseur, m'a dit plusieurs fois que si on le laissait déposer, lui et un de ses camarades, il y aurait bien du mal. Il m'a même dit hier soir qu'il en savait plus que tout le village réuni. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié cette fois. Son ultime déposition faite, le coutelier se retire, et le justicier Borel peut enfin rejoindre sa famille et se consacrer aux festivités. Le 20 janvier suivant, la justice se réunit à nouveau pour auditionner les éventuels témoins qui pourraient corroborer les dires du coutelier Landry. Hélas, les dépositions ne confirment que très partiellement la masse de on-dit rapportée par Landry. Néanmoins, les indices se concentrent clairement sur Besson, Jacques Illard et Raymond. Ainsi, le maire du Val-de-Travers décide-t-il d'expédier la procédure au Conseil d'État et d'attendre que des ordres lui soient donnés. 5 semaines plus tard, le maire reçoit un arrêt du Conseil d'État qui lui demande que Besson, Jacques Illard et Raymond soient décrétés de prise de corps.
Le maire décide donc de convoquer son tribunal quelques jours plus tard. Comme cela était prévisible, le tribunal du Val-de-Travers accorde, le lundi 22 février 1762, les 3 mandats d'arrêt demandés. Les sautiers chargés d'incarcérer les 3 prévenus se rendent immédiatement à leur domicile respectif. Mais ils font chou blanc, 3 fois. Il semblerait que les 3 jeunes gens aient profité du week-end pour prendre leurs clics et leurs claques et quitter la principauté. Comme cela s'est pratiqué dans d'autres affaires, il n'est pas impossible que ce soit la justice elle-même qui soit allée les avertir qu'ils allaient incessamment être décrétés de prise de corps et qu'ils avaient tout intérêt à avoir quitté le pays au moment où on viendrait les chercher. C'est là une méthode qui satisfait tout le monde. La population est heureuse d'être débarrassée de 3 jeunes gens aux méthodes de drague plutôt intrusives, et la justice peut se targuer d'avoir accompli ce devoir sans avoir à faire de publicité pour des comportements jugés abominables. Toutes les procédures pour crimes contre nature du XVIIIe siècle vont se solder par ce même résultat. Les prévenus sont en fuite. En juillet 1766, le Conseil d'État donne réponse à 2 requêtes quasi simultanées, l'une déposée par Besson et l'autre par Jacquillard. Après 4 ans d'exil, tous 2 demandent à pouvoir revenir s'installer dans leur village. Tous 2 obtiendront la même réponse. Le Conseil d'État accepte d'annuler les 2 mandats d'arrêt et autorise les 2 requérants à revenir dans la principauté. Ceci à condition expresse que leur conduite ne donne lieu à aucun sujet de plainte. Et pour que le secret et que le silence soient le plus complet possible, le Conseil d'État charge le maire du Val-de-Travers de faire biffer et rayer des manuels de justice toute trace les concernant. Bien que les autorités neuchâteloises considèrent les crimes dits contre nature comme abominables, elles se satisfont généralement d'un exil volontaire plutôt qu'une exécution par le feu. Ceci pour tout le XVIIIe siècle. Le demi-siècle suivant sera un peu plus sévère, mais c'est une autre histoire.